Alors, le problème des gens, quand ils sont jeunes, bien sûr, c'est est-ce qu'ils vont rencontrer à quel moment, avec qui, quelle va être la personne élue, homme ou femme, est-ce qu'on va rester avec le même conjoint pour l'éternité ou est-ce que ça va fonctionner comme ça. Alors, on va se retrouver très rapidement, en fait, devant le problème de la tradition en astrologie. La tradition dit il y a deux formes d'astrologie qui s'affrontent un petit peu, mais les deux sont tout à fait bonnes. L'astrologie hindoue, par exemple, qui va s'attacher surtout à ce que la famille fonctionne. Et pour que la famille fonctionne, on va décider que si on trouve un thème, par exemple, avec un divorce possible, avec une séparation possible, on va faire épouser à la personne qui a un thème de divorce, une personne qui a un thème de non divorcé ou de non divorçable. Et ce qui fait qu'en fait, on compte sur l'intervention humaine de l'astrologue pour qu'il n'y ait pas de divorce et de séparation. C'est fondamental à comprendre parce que nos vies ne sont pas toujours faites comme dans notre culture, nous le pensons, par des histoires d'amour, mais des histoires parfois familiales, religieuses, de programmation. La société a son mot à dire et peut parfois avoir une influence tout à fait énorme là-dessus. L'astrologie hindoue, qui fonctionne très bien et vous avez des gens tout à fait très compétents dans le domaine, vont utiliser un système un peu différent qui est l'astrologie sidérale et vont faire donc cela. Ils vont parler essentiellement de karma et insister sur l'idée qu'on ne sépare ce que Dieu unit. Donc ils vont mettre la notion de sacré dans le mariage et dans l'union. C'est une astrologie extrêmement fine. Nous, en astrologie tropicale, européenne, on va essentiellement privilégier ce qui va être l'amour individuel réussi. On va essayer de trouver le conjoint qui est à notre goût dans tous les domaines. On va trouver l'être parfait, celui sur lequel on n'a pas le droit de se tromper. On mettra peut-être du temps à le trouver, mais il faut qu'il soit absolument parfait. Autrement, il faut penser, autrefois, encore jusque dans les années 60, voire après, les gens ne se mariaient pas parce qu'ils avaient trouvé l'amour parfait. Ils se mariaient parce que pour une femme, par exemple, qui n'avait pas forcément de revenus, c'était le seul moyen pour cette femme-là de quitter la famille. Donc, surtout s'il y avait des tensions dans la famille, c'était pour elle le moyen de quitter la famille. C'était le seul moyen de ne plus dépendre de l'argent des parents, mais de l'argent de quelqu'un d'autre qui serait le conjoint. Elle serait indépendante, elle pourrait avoir des enfants, elle pourrait vivre une vie sexuelle, etc. Et donc, pour beaucoup de femmes qu'on rencontre maintenant toujours, ce sont des gens qui, après-guerre et même dans les années 60, n'ont pas choisi leur conjoint parce elles ont vécu avec, mais parce que c'était nécessaire. Pour l'homme, c'était la même chose. À l'époque, on ne se testait pas avant, on ne vivait pas pendant des années avec un conjoint potentiel, et si on pensait retrouver le bon, on restait avec. Mais à l'époque, on épousait quelqu'un qu'on invitait une fois à dîner, à sortir un petit peu, il y avait la surveillance parentale, et on pensait, d'après des estimations, que cette personne serait bien. Donc, pour un homme, c'était la recherche d'un foyer, c'était l'accès au sexe légitime, les enfants éventuellement, fonder une vie, se réaliser tel que c'était prescrit par la société. Alors, pour les deux conjoints, l'homme et la femme, la légitimité d'une réalisation personnelle et une intégration à la société primait en fait. Et ensuite, les gens se rendaient compte ou ne se rendaient pas compte que le conjoint était fait pour eux. De nos jours, c'est un petit peu mieux dans le sens où on peut éventuellement être heureux ou malheureux en amour. Mais on va se dire, à ce moment-là, il ne devrait plus y avoir que des amours heureux. Eh bien, pas du tout. Il y a des amours autant malheureux maintenant qu'auparavant. Il y a des amours autant heureux et malheureux qu'autrefois. Mais avant, il y avait également des amours très heureux. Or, les gens ne se connaissaient pas. Donc, il y a bien un problème là-dedans. On va essayer de voir en fait comment ça fonctionne. Les gens, même quand ils ne connaissent pas grand-chose à l'astrologie, savent très bien que l'astrologie, on l'a traduit dans notre civilisation. Pour les hindous, ils le font un peu différemment, mais chez nous, on le traduit comme ceci, avec une roue. On va mettre les 12 signes et on va avoir 12 maisons dedans. Les planètes se mettent ensuite dessus. C'est-à-dire que nous voyons immédiatement qu'il va y avoir, donc l'ascendant en général, on met ici à gauche, et on va voir qu'il va y avoir un premier quart, un deuxième quart, un troisième quart, un quatrième quart. Ce qui signifie que chacun de ces quarts va avoir une chose importante. Pour les gens qui ont déjà suivi les conférences, le premier quart correspond à une remise en question. Le premier quart, ici, représente les remises en question. Le second quart représente le besoin d'échanges physiques avec les gens. Ce n'est pas toujours la sensualité, ça peut être le football, ça peut être la danse, ça peut être… Il y a un côté sensoriel, pas toujours sensuel, mais un côté au moins sensoriel avec les autres. Il y a toujours intervention d'autrui.
le troisième quart va être représenté ou va représenter tout ce qui va être émotionnel. Donc, il n'y a pas forcément un contact physique, mais un contact par la pensée, par les émotions. On vit ensemble, on pleure ensemble, on réalise, on partage des joies, c'est l'émotion. Et le quatrième quart va correspondre au côté réaliste, rationnel. Donc, ça veut dire que nous fonctionnons avec des planètes qui vont être dominantes dans un de ces quarts et que certains de ces quarts vont forcément être un petit peu oubliés parce qu'il y a des dominantes dans tout ça. Alors, je ne vais pas compliquer. J'ai dit que je ferai quelque chose de simple, mais c'est très important. Je vais vous montrer par exemple un thème tracé, juste pour que l'on voit comment ça fonctionne. C'est très simple. On voit le système des quarts avec les planètes qui sont d'un côté plutôt que d'un autre. N'essayez pas de le comprendre, ça n'a pas d'intérêt. Mais on voit comme ça qu'en fait, certaines choses sont immédiatement mises en valeur et que d'autres n'ont pas d'importance. Or, c'est quoi? On voit en fait que dans nos thèmes, on a également le conjoint, puisqu'il est représenté en maison 7. C'est-à-dire que pour quelqu'un de normal, le conjoint est représenté ici à partir de la maison 7. Mais s'il est représenté dans la maison 7, on va avoir l'évidence qu'on va reproduire les mêmes quarts. C'est-à-dire qu'il y a le premier quart, le deuxième, le troisième, le quatrième. Or, en fait, ils vont se superposer à l'autre thème et à l'envers. Je donne un exemple, une chose très simple. Prenons par exemple une dame avec vraiment les pieds sur terre, un côté très rationnel, etc. Mais elle n'est pas forcément sensorielle. On va prendre par exemple, elle est très émotionnelle, elle a beaucoup d'émotions, mais elle n'a pas forcément, elle sait se remettre en question, mais il n'y a pas de côté sensoriel. Donc, lorsqu'il va y avoir un problème, on va se retrouver en fait avec un mari qui lui va être très sensoriel, sensuel et qui va vouloir réparer, par exemple, les problèmes qu'on a eus dans la journée avec son épouse. Il va essayer de les réparer par la sensorialité, donc la sensualité. Elle, n'ayant aucun côté sensoriel, va considérer que tant que ses émotions ne sont pas soulagées, ne pourra pas passer à la phase active. On va donner un exemple. Monsieur et madame ont un désaccord à 18 heures, ça commence à monter. À 20 heures, on se retrouve, on se dispute, parfois pour des petites choses. À 22 heures, monsieur aime madame et va essayer de lui montrer ça en sensorialité. Elle, n'ayant pas de sensorialité, voudra le comprendre en émotionnalité. Seulement, si on essaie de discuter pendant 1 heure ou 2 pour régler le problème, le monsieur n'aura pas grand-chose de sa sensorialité et elle sera insatisfaite au niveau de l'émotivité. Alors, ce n'est pas systématique. Vous avez des femmes très sensuelles, vous avez des hommes pas du tout sensuels et beaucoup plus émotifs, etc. Mais ça veut dire que celui qu'on va trouver, celle qu'on va trouver, va être l'exact complément de ce que nous sommes et non pas la personne identique à nous. On ne trouve pas le même modèle, on trouve quelqu'un qui nous est complémentaire. Et là où nous, on est fort, l'autre sera faible. Et là où on est faible, en intensité, l'autre sera fort. Et donc, on ne va pas apprendre la même chose au niveau de la vie de couple. Dire, oui, mais vous avez des couples qui fonctionnent très bien en émotivité, en sensorialité, ensemble, il n'y a aucun problème, tout à fait. Mais à ce moment-là, vous aurez des bons rapports entre les planètes d'un domaine avec des planètes de l'autre domaine et ils peuvent se rejoindre, il y aura des ponts. Mais lorsqu'il n'y a pas ces ponts, il y aura incompréhension. Vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, c'est la catastrophe, puisque chacun va rester branché, monsieur ou madame, sur sa sensualité ou sur son émotivité, ou inversement. Et donc, à ce moment-là, il n'y aura plus de dialogue et on s'achemine doucement vers un divorce. Pour obtenir ce divorce, on va mettre en place tout un système où c'est dans le matériel, pour la maison, pour la remise en question ou l'estime de soi-même, qu'on va commencer à trouver des problèmes. C'est-à-dire, souvent, lorsque on a un conflit avec le conjoint, on ne va pas l'affronter de face, mais on va le détourner. Par exemple, monsieur n'aime pas aller chez la belle-mère parce qu'il en a assez d'aller chez la belle-mère. Il ne va pas dire on va pas chez ta mère ce week-end, j'en ai assez. Il va dire oh, demain il risque de pleuvoir, on ne va pas pouvoir y aller. Ça va être terrible et puis il y aura beaucoup de circulation et puis ils ont dit qu'il y avait des grèves et puis enfin bref, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on va détourner. Une des grandes caractéristiques en astrologie, c'est que on peut suivre par le système des maîtrises des signes. Donc par les planètes correspondantes, les planètes maîtresses, elles vont être dispersées autour du thème. Et donc, on va voir dans quel domaine les gens vont traduire les frustrations, les envies, les choses qu'ils veulent. Vous comprenez, ce n'est pas difficile. C'est-à-dire qu'on ne va pas
dire tout de suite au conjoint, je ne veux pas aller chez ma belle-mère, chez ta maman, on va au contraire, j'adorerais y aller, mais je ne vais pas faire. C'est de la manipulation. Ça marche dans tous les sens, ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, pourquoi tirer au foot le dimanche prochain, puisque de toute façon, il va pleuvoir, il y aura de la boue, et puis de toute façon, l'arbitre n'est pas bon, et puis de toute façon, la dernière fois, il y avait eu des tensions, et puis même, ils ont remis le match. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une opposition, souvent on ne parle pas des problèmes parce que ça mettrait le feu aux poudres, ça serait trop dangereux, mais on va prendre l'habitude de contourner aussi bien l'homme que la femme pour essayer de faire comprendre, mais le message est parfois tellement abscon, tellement compliqué à comprendre que les gens ne le comprennent pas, et donc le message ne passe pas. Donc assez rapidement, on va se retrouver dans quelque chose de complexe. On dit, oh, c'est pas grave, on donne tout au conjoint, il peut bien donner un petit peu. Et cette façon de procéder montre immédiatement que les gens n'ont pas les mêmes réactions. Alors, finalement, on se rend compte que toutes les maisons sont parlantes, même lorsqu'elles sont vides. Parce que lorsqu'on voit un thème, la grande difficulté, c'est d'interpréter un thème. On se dit, mais là, il n'y a rien, s'il n'y a rien, ça ne marche pas. Si, ça marche. Le message envoyé par la maison vide, il faut chercher le maître, on regarde où il est, dans un décor, quelle est la maison correspondante, et à ce moment-là, on va trouver en fait où est le problème. Donc, la façon d'échapper à la visite chez la belle-mère ou la façon d'essayer d'influencer le mari pour qu'il n'aille pas au football va dépendre de nos façons déjà enseignées enfants pour essayer d'obtenir quelque chose qui nous semble donc absolument normal. C'est-à-dire qu'on utilise un langage qui nous semble clair à nous alors qu'il ne va pas être clair du tout pour le fameux conjoint. Voilà. Donc, nos qualités, nos défauts, parce que nous en avons tous des qualités et nous avons quelques défauts, nous avons évidemment surtout des qualités, le conjoint les a aussi, mais pas dans les mêmes domaines ni avec la même hiérarchie. C'est très important à comprendre. Si on est têtu, il sera aussi têtu. Mais si chez nous, c'est une grosse dominante, on peut être têtu dans la majorité des domaines de l'existence, alors qu'éventuellement, lui ne sera têtu qu'en politique, ou ne sera têtu que dans sa façon de conduire, ou que têtu au niveau de son travail. Et donc, on n'a pas d'échange à ce moment-là avec le conjoint là-dessus. C'est-à-dire que ce sont des histoires de dominante, quelque chose, qualité ou défaut peut être mis en grande valorisation ou peut être mise en toute petite valorisation. Et c'est pour ça, nous avons donc nos conjoints à l'intérieur de nous dans notre thème, mais d'une façon plus ou moins intense dans tel ou tel domaine. Donc en fait, ils sont nos complémentaires, mais ils ne sont pas nos complémentaires de la même façon et en plus, ils peuvent nous être opposés selon les fameux carrés qui sont vides. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on choisit un conjoint? Parce que finalement, le conjoint, c'est la rencontre de deux scénarios complémentaires. Madame va être malheureuse avec un homme qui fait du mal. Elle va donc tomber amoureuse de quelqu'un qui va pouvoir lui faire du mal. Donc, elle va le sentir instinctivement. Donc, elle ne tombe pas amoureuse de quelqu'un qui est formidable, elle tombe amoureuse de quelqu'un qui va lui permettre d'expérimenter une douleur qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle est coupable, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de programmation. La programmation, c'est simplement quand nous naissons, nous avons une mission qui peut être une mission tout à fait simple et facile dans certains domaines et qui peut être plus compliquée dans d'autres. Or, la vie de famille est relativement compliquée et beaucoup plus compliquée que l'on s'imagine. Alors, comment est-ce qu'on fait pour voir quels sont ces deux scénarios? Alors, la femme, vous savez, si on prend par exemple des définitions en psychanalyse, la femme va chercher tout simplement un homme qui peut être père de ses enfants, qui va ramener de l'argent au foyer, qui va représenter une certaine stabilité et qui va lui permettre de faire un nid où elle pourra élever des enfants. Alors quand je dis ça, c'est pas du tout misogyne, c'est une définition de Dolto, hein, je veux dire c'est tout à fait récent, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement biologique. Après, vous avez des femmes qui sont comme des hommes et vous avez des hommes qui sont comme des femmes. Le problème, il n'y a pas de problème pour moi, c'est pas ça du tout l'histoire. Pour l'homme, ça va être, il va rechercher une femme belle parce qu'elle lui donnera des enfants dont il pourrait être content et il va chercher également une femme qui sera appétissante également au niveau physique parce qu'il peut y avoir un désir donc physique. Mais en même temps, il va y avoir aussi cette recherche donc, de scénario chez l'autre. La recherche de scénario n'est pas liée au conjoint en lui posant des questions, mais en sentant instinctivement que celui-ci va nous permettre de répéter les situations que nous avons déjà vécues. Comment cela fonctionne? Alors, ça fonctionne je vais donc donner un exemple. C'est un exemple absolument simple.
parce qu'on comprend toujours mieux les exemples des autres. Vous prenez par exemple une maman qui accouche d'un petit garçon. Je prends exprès un exemple tout à fait banal. Elle fait une très grosse dépression. Vous savez que pour un accouchement, on fait toujours une dépression parce qu'il y a un changement hormonal, parce qu'il y a des tas de situations, etc. Mais ce baby blues est souvent une toute petite chose qui dure quelques jours, voire une semaine ou deux, parfois plus long. Et dont la femme peut très bien faire une petite culpabilité, etc. Mais pour l'enfant, c'est par exemple un abandon. Il va pratiquement être abandonné pendant plusieurs semaines, voire pendant un mois ou deux. On est obligé de le retirer parce que la maman est absolument incapable de s'en occuper. Mais encore une fois, j'ai bien insisté, il n'y a pas de problème avec le mari, il n'y a pas de problème particulier, c'est uniquement une dépression plus forte que le baby blues normal. L'enfant va mettre ça dans ses souvenirs. Finalement, la maman s'en occupe très bien, l'enfant s'en occupe très bien, on les réunit de nouveau et tout se passe dans le meilleur des mondes. Elle culpabilise un petit peu et puis finalement, elle s'y fait très bien, s'occupe très bien de son enfant, etc., etc. L'enfant va mettre dans son grand sac de souvenirs et dans son système de programmation la grosse dépression due à l'éloignement de sa maman qu'il va ressentir immédiatement. Dessus, il va mettre une couche d'études. Dessus, il va mettre une couche de trouver une profession, ensuite d'avoir un conjoint, de trouver un travail, d'avoir des enfants, de construire une maison, etc. Tout ça va nous ramener à un timing. Le timing fait qu'à 40 ou à 50 ans, il aura réalisé toutes les premières couches les plus élevées, celles dont il se souvient. Parce que nous vivons nos souvenirs en venant d'aujourd'hui 2020 et notre souvenir va passer à 2019, à 2018, à 2017. Alors que pour l'enfant, ça va être exactement la même chose. Adulte, il va passer de son stade d'adulte, tout ce qu'il a créé, il va vouloir que ça corresponde à son programme. Mais une fois qu'il a fini tout le programme, il plonge la main dans son grand sac, qu'il a pratiquement vidé, il va se retrouver avec une gigantesque dépression à cause d'un abandon. Mais comme il était enfant, il ne savait pas de quoi c'était, il a été abandonné. Donc, il va à ce moment-là se mettre en tête de revivre quelque chose pour donner une autre réponse qui va être pas d'abandon. Donc, à 40 ou à 50 ans, voilà-t-il pas qu'il tombe fou amoureux, par exemple, d'une collègue de travail, il va commencer à la harceler sur son lieu de travail, sur le parking éventuellement, il est convaincu que cette femme doit l'aimer, lui, il aime, il sait que c'est la femme de sa vie, il ne comprend pas ce qui lui arrive. La femme commence à se plaindre à son propre mari, commence à se plaindre au chef du travail, commence à se plaindre éventuellement à la gendarmerie, téléphone éventuellement à l'épouse légitime. Le bonhomme n'y comprend rien, il fait une dépression gigantesque et pratiquement tout s'écroule, il risque de perdre sa famille, son travail et sa bonne confiance. Est-ce qu'on peut dire qu'il est en tort? Absolument pas. Il a donné la même réponse à son projet de début de vie que ce qu'il a vécu, abandon par une femme. Donc il faut qu'il tombe amoureux fou de quelqu'un qui va le rejeter comme sa mère l'a rejeté. En général, quand on explique comme ça, les gens comprennent. C'est-à-dire que dans nos vies, nous avons des étapes où en timing, c'est très important le temps qu'on va mettre, on va revivre des choses qu'on a déjà vécues pour donner une réponse que l'on estimera différente, mais qui sera exactement la même chose. Un autre exemple, une petite fille, donc là je prends une petite fille par exemple, adore son papa qui est extrêmement gentil, mais régulièrement à table, le papa dit qu'on n'arrivera peut-être pas à payer toutes les traites de la maison. Mais peut-être, de toute façon, dès que les enfants ont toujours les oreilles qui traînent à table, etc. Le papa n'en fait pas un plat, mais c'est une petite angoisse. Est-ce qu'on paiera les traites vu l'augmentation des prix, des problèmes comme ci, des problèmes comme ça. Donc la petite fille toute gentille, elle aimerait donner beaucoup d'argent à son papa, mais elle ne peut pas le faire. Donc quand elle lui offre quelque chose de papa qui lui demande absolument rien, qui aime beaucoup sa fille, qui est très gentille, elle va lui dire, ma petite fille, t'inquiète pas, on va déjà y arriver, je fais de mon mieux, je travaille, etc. Adulte, elle peut très bien avoir une vie de famille absolument normale, tant et tant de temps, elle prépare son programme, un mari, des enfants, une réussite, etc. Tout marche bien, et puis d'un seul coup, brusquement, elle est quelque part malheureuse, elle détruit un bonheur qui est peut-être tout à fait normal pour tomber amoureuse de qui? De quelqu'un qui a des problèmes financiers. Elle va l'assumer, elle va être cautionnaire, elle va essayer de lui trouver un logement, elle va payer pour tout, elle va être cautionnaire pour acheter la jolie BMW, etc., pensant qu'enfin elle peut donner à l'homme qu'elle aime tout l'argent qu'elle ne pouvait pas donner à son propre papa. Alors c'est très important à comprendre, parce que comme son père ne lui demandait rien et qu'elle ne pouvait pas l'aider puisqu'elle n'avait pas d'argent, elle se retrouve exactement dans la même situation, c'est-à-dire qu'elle est cautionnaire de quelqu'un qui va partir avec la jolie BMW, mais qui ne paiera pas les traites. Elle va confier un logement à quelqu'un, mais qui va éventuellement la jeter et la rejeter
etc. Quelqu'un qui va la mépriser une fois qu'il aura pris tout ce qu'il pouvait prendre d'elle, alors qu'elle a tout fait pour que ce soit bien. Or, est-ce que c'est une idiote? Absolument pas. Elle n'a fait que revivre la situation qu'il avait marquée quand il était enfant. Ça part d'un grand cœur, d'une grande gentillesse, d'une grande affectivité. Et simplement, c'est un échec qui redonne un échec. C'est très important. Nos histoires sont composées de succès qui donnent des succès et d'échecs qui donnent des échecs. Une fois qu'on les a compris, nos échecs, nous les transformons en succès, mais il faut souvent les comprendre ou les vivre ou les revivre. On peut très bien avoir une femme malheureuse qui se retrouve un autre homme vers le divorce, elle trouve un autre homme qui va être la même brute ou le même ivrogne que le précédent, tant qu'elle n'a pas compris, elle recrée exactement la même situation. Quand elle a compris, plus jamais elle ne se mettra ni avec un ivrogne, ni un homme violent, ni un paresseux, etc., ou elle restera seule, ou elle prendra un homme de qualité. C'est fondamental à comprendre, nos structures sont des structures répétitives où nous fonctionnons comme des enfants au niveau de l'amour et non pas comme des gens adultes et responsables qui maîtrisons les situations. L'amour n'est pas comme dans d'autres situations. Nous répétons, c'est ça les leçons à apprendre. Avait dire, oui, mais une fois qu'on a compris, une fois qu'on a compris, c'est bon. Mais souvent, on ne comprend pas quand on a la tête dans le guidon. Qui c'est qui n'a pas eu une amie ou un ami qui était fou amoureux de quelqu'un avec qui ça ne donnerait rien? Qui c'est qui n'a pas eu une connaissance, qui s'est fait plumer par une brute ou battre et qui mentait en plus en prétendant qu'elle était tombée dans l'escalier? Qui c'est qui ne connaît pas quelqu'un qui a été malheureux alors qu'elle a une carrière, de l'intelligence, qu'elle se remet en question, suit une psychanalyse depuis longtemps, est tout à fait une personne saine autrement, parfaitement équilibrée, une chouette collègue de travail ou un très bon collègue de travail, etc. C'est-à-dire que nous pouvons tous, à certains moments de nos vies, réagir de façon complètement répétitive, absurde, mais lorsqu'on s'en rend compte, on va, parce qu'on est la tête dans le guidon, ne rien voir et quitte à le cacher. Donc, c'est ça, en fait, fondamentalement. On se retrouve donc déjà dans les situations que j'avais annoncées, c'est-à-dire, il ne suffit pas de penser que l'on a une structure affective, je veux juste le conjoint idéal de ma vie pour rencontrer le conjoint idéal de ma vie. En réalité, les problèmes que l'on a, c'est mon conjoint est déjà dans mon thème et surtout, les problèmes que j'ai connus enfant, je vais vouloir les répéter. Mais pas seulement moi, lui aussi. Donc, lui, en même temps, on peut le retrouver qui va fonctionner de façon différente. D'où ce phénomène donc de dominante dont j'avais parlé, où un problème financier pour moi ne sera pas forcément important pour lui, mais un problème au niveau du travail peut être essentiel pour lui, etc. Donc, on recrée des problèmes sans comprendre toujours comment ça fonctionne. Dans l'espèce de grand tracé où j'avais expliqué les quatre quarts, voilà, j'ai bien expliqué que en fait, on avait là-dedans un côté intuitif, personnel, remise en question, un côté sensoriel, pas forcément sensuel, un côté émotionnel et un côté les pieds sur terre. Vous avez des gens qui n'ont pas les pieds sur terre, vous avez d'autres qui ne sont pas sensoriels, d'autres qui ne se remettent jamais en question et d'autres qui ne sont pas émotifs. Il n'y a pas de problème, il faut de tout pour faire un monde. Mais plus un thème est un petit peu déséquilibré et plus la personne qu'on va rencontrer va être un petit peu déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on trouve à la hauteur de ce que l'on vaut le conjoint. Mais le problème, c'est que souvent, on peut dramatiser des situations personnelles qui n'en sont pas. Reprenons le petit garçon dont la maman a fait une très grosse dépression. Est-ce que c'est la faute de la maman? Absolument rien. Et elle n'a rien fait. Elle a fait une dépression, ce n'est pas de sa faute. La petite fille qui voulait donner de l'argent à son papa parce qu'il ne pouvait pas payer, peut-être, ne pouvait pas payer la maison. Est-ce qu'elle est en tort? Non. Est-ce que le papa a fait quelque chose? Non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'il y a toujours une relation entre méchants parents et nous-mêmes à problème. Vous pouvez avoir des couples absolument merveilleux qui élèvent de leur mieux leurs enfants et tout de même des problèmes chez les enfants alors que personne n'est coupable ou responsable. Parce que souvent dans nos recherches par rapport à nos histoires à nous, on pense qu'il y a une culpabilité au niveau d'un des parents ou d'histoire familiale. Pas forcément. Je pense qu'il y a une proportion de parents absolument merveilleux et exceptionnels. La majorité des parents font ce qu'ils peuvent, je pense absolument sincèrement, et vous avez vraiment un minimum de gens extrêmement mauvais qui vont être cruels et méchants avec leurs enfants. Ça existe, ça se voit dans les journaux, vous avez bien des enfants qui meurent tous les coups des parents. Mais c'est vraiment la minorité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser toujours qu'il faille culpabiliser les parents sous prétexte qu'ils auraient fait A ou auraient fait B, parce que très souvent, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les savoirs qu'ils avaient. Mais, une des choses,
On pense que les parents, lorsque nous sommes enfants, nous pensons que nos parents ont réglé tous leurs problèmes et que donc, comme ils sont adultes, ils devraient réagir en adultes matures par rapport à nous. Pas du tout. Quand vous avez des enfants aux alentours de 20 ou de 30 ans, vous réagissez encore par rapport à vos parents. Eux, nos parents ont fait exactement la même chose. À 20 ou 30 ans, quand ils nous ont eus, ils réagissaient encore par rapport à leurs propres parents et non pas par rapport à nous uniquement. Donc, en fait, ils n'avaient pas résolu leurs problèmes. Ils ont résolu probablement quand ils ont eu 50 ou 60 ou 70 ans, pas forcément, mais ils ont essayé. Et donc, très souvent, on est meilleurs grands-parents que parents. Et souvent, lorsqu'on est enfant, nos parents ont des défauts qui sont reliés à ce qu'ils ont vécu et non pas forcément parce qu'ils nous aiment ou nous aiment pas. Alors là, il faut faire très attention, bien sûr. Alors, ça vient de l'astrologie un peu technique. C'est-à-dire que vous avez des parents vraiment mauvais. Alors, les parents vraiment mauvais, je les repère évidemment, sont en fait, lorsque dans un thème, on se retrouve avec des maisons 12 chargées. Ça, c'est pour les gens qui font de l'astrologie. Les maisons 12, vous savez qu'on a 12 maisons, et nous avons donc une maison 12, qui est ici au-dessus d'ascendant. Et donc, c'est ce qu'on appelle la maison du karma. Mais si on regarde les parents, c'est la maison 10 pour le père pour une femme, la maison 10 représente la mère pour un garçon, la maison 4 représente la maman pour les femmes, représente le papa pour les garçons, et la maison 7 va représenter les grands-parents, en tout cas un des grands-parents. Donc, ça veut dire que sont intervenants dans nos vies, non pas une génération, mais plusieurs générations. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement nos parents, mais également les grands-parents. C'est-à-dire, mais tout ça dans le thème, absolument, tout ça est dans le thème. C'est-à-dire que lorsqu'on prend l'habitude de fonctionner en utilisant le fameux système des maisons dérivées, on arrive à se rendre compte que nos parents peuvent être tout à fait des victimes et qu'on peut analyser leur propre vie, qui ont donné leurs résultats qu'ils ont eus par rapport à nous. Un exemple, si un papa était obligé de gagner sa vie très tôt, travailler dur et qu'il ne voit que l'argent, pour lui, sa façon à lui de donner de l'affection, c'est de ramener de l'argent à la maison, pas forcément d'être affectueux. Donc, on peut trouver qu'en fait, il était très bon au niveau de donner du matériel, mais pas forcément très bon au niveau de donner de l'émotion. Mais puisqu'il ne l'a pas reçu, cette émotion, et que la seule valorisation que lui a connue va être l'effet de recevoir de l'argent et la réussite matérielle, comment voulez-vous que d'un seul coup, en une vie, il puisse apprendre à donner de l'émotion? C'est pas possible. Donc, vous allez, avoir l'impression qu'il a complètement raté, alors qu'en fait, par rapport à son programme à lui, il a tout à fait réussi. Donc, il vous a donné ce qu'il pouvait, un frigo plein, des vêtements, un toit sur la tête, un confort, une sécurité matérielle, voire une sécurité physique, mais pas forcément de l'affection. Je ne dis pas que c'est bien. C'est toujours l'analyse des parents permet en fait de voir quel est notre scénario par rapport à eux, parce qu'on va vouloir se venger et les punir des choses qu'ils nous ont données en excès ou dont ils ne nous ont pas donné suffisamment. Parce que notre conjoint va être victime en fait de la programmation qu'on a avec nos propres parents et non pas l'être libérateur, homme ou femme, qui va nous libérer éventuellement de ce qu'on a eu comme tourment. Parce que souvent, quand on rencontre le conjoint, on se dit, ça y est, je sors de ma famille, je ne les supportais plus, mais ça y est, je vais fonder un autre foyer, là, ça va être comme je veux. Ça ne sera pas comme je veux si je n'arrive pas à me respecter moi-même. C'est-à-dire que l'essentiel, en fait, de la vie amoureuse, c'est d'être au niveau du conjoint que l'on veut avoir. Si je me dévalorise, je ne pourrai pas avoir de conjoint de qualité. Et si je culpabilise, je ne pourrai pas avoir de conjoint de qualité. Je ne peux avoir de conjoint de qualité que si je me respecte, que si j'ai une bonne opinion de moi, dans le bon sens, on s'entend. Vous comprenez bien qu'on ne parle pas de narcissique là encore. Il s'agit d'avoir le sens des valeurs vis-à-vis de soi pour accepter que l'autre soit à la mesure de ce que l'on est. C'est très, très important. J'avais lu quand j'étais très jeune un livre qui s'appelait Aime-toi et la vie t'aime. Alors, je ne comprenais pas trop, je me disais, c'est bizarre. C'était un docteur Ben David à l'époque. Je l'ai relu des années après, j'ai tout à fait compris. C'est-à-dire que si vous dévalorisez, mettons que vous avez 30 kilos de trop, vous ne pouvez pas maigrir de 30 kilos pour avoir enfin l'homme de votre vie. C'est d'abord vous valorisez, vous commencez à vous aimer, naturellement vous pouvez commencer à perdre du poids et vous trouverez l'homme qui aime vos rondeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas dans nos défauts que on a le fait de ne pas trouver le conjoint de notre vie, c'est simplement dans le non-respect de ce que l'on est qu'on trouve le conjoint de notre vie. Et si on se respecte, en voulant s'améliorer, en voulant perdre peut-être ces 30 kilos de trop, c'est un exemple bien sûr, mais c'est parce que c'est assez caractéristique, à partir de ce moment-là, on a le conjoint que nous méritons. C'est-à-dire le conjoint qu'on mérite dépend de notre regard de nous vis-à-vis de nous.
sans que ce soit excessif. C'est dire, oui, mais par exemple, quelqu'un qui a été très mis en valeur par sa propre famille peut très bien être arrogant, dur, etc. Ça, c'est l'envers de la médaille. Vous savez qu'une pièce de monnaie a deux faces, toujours. Et donc, le trop, c'est la même chose que le pas assez. Et donc, à ce moment-là, on va se retrouver dans les mêmes circonstances. Un exemple, si enfant, je n'ai pas eu le droit de faire du vélo, je vais vouloir soit interdire le vélo à mes enfants, soit je vais vouloir les forcer à faire du vélo. Les deux, si c'est fait avec un côté mauvais et malsain, c'est quelque chose de négatif. Maintenant, si on réfléchit dans le passé, on regarde par exemple le thème des parents. Et éventuellement, si un des deux parents a eu un de ses frères ou sœurs qui est mort en faisant du vélo parce qu'il a été écrasé par un camion, on peut comprendre sa peur de laisser ses propres enfants faire du vélo. Ce n'est pas quelqu'un qui ne voulait pas que vous fassiez du vélo, c'est quelqu'un qui avait peur que vous passiez sous un camion, comme il avait vu, comme elle avait vu quelqu'un de sa propre famille, frère ou sœur, passer sous un camion. Donc, une fois qu'on arrive à accepter davantage des défauts donc parentaux, à partir du moment où ce ne sont pas des défauts monstrueux, on y arrive mieux. Je vous avais parlé juste avant des fameuses maisons 12. Les fameuses maisons 12 au niveau des parents, puisque nous avons la maison 4. La maison 4 représente donc la fille pour les femmes, enfin, la maman pour les femmes, et le papa pour les hommes. La 12 de cette maison 4, c'est la 3. Donc, si cette maison 3 est chargée, ça veut dire qu'il y a des choses non résolues chez le père ou la mère, en fonction de votre sexe, qui vont faire que quand vous cherchez les maisons qui en dépendent, votre père ou mère va chercher à vous priver ou à utiliser ça en positif ou en négatif contre vous. C'est-à-dire que le problème non résolu va être confié, on passe le paquet à l'enfant que vous étiez. Donc, si par exemple, une petite fille n'a pas eu le droit de faire des études comme elle aurait voulu, alors que les garçons auraient eu la possibilité de le faire, elle pourra très bien avoir envie de bloquer un de ses enfants, éventuellement sa fille, ou vouloir interdire au garçon, parce que ça dépend toujours les deux faces de la même monnaie. Elle pourra éventuellement vouloir interdire au garçon de faire des études et forcer absolument sa fille à en faire. Et elle peut très bien se retrouver avec un enfant qui ne répond pas à son attente, parce que on peut très bien se retrouver enfant footballeur dans une famille de pianistes et enfant pianiste d'une famille de footballeurs. Donc, en fait, on peut être totalement inadapté à la famille dans laquelle on est, alors que la famille peut être tout à fait équilibrée, gentille et de bonne foi, mais en fait, pas du tout adaptée à l'enfant qu'on est. Et notre leçon sera à ce moment-là d'apprendre à vivre dans une famille qui ne correspond pas tout à fait. Voilà. Alors, voilà. Je cherche parce que parfois je saute des choses et après. Voilà. Alors, il est très important de comprendre que l'enfant prend les souvenirs comme un ordinateur, c'est-à-dire un ordinateur, vous le savez, ne range pas au départ ce qu'il a sur le disque, sur la mémoire vive, directement en mémoire, dans la mémoire forte. Voilà, sur le disque dur. Voilà. Il va tout mettre ensemble et si vous ne l'envoyez pas, ces informations ne sont pas envoyées exactement dans le dossier ou le sous-dossier dans lequel vous voulez l'envoyer, tout sera mis ensemble. Conclusion. Souvent, quand vous avez des mauvais souvenirs, vous voudrez tellement avoir peu accès à ces mauvais souvenirs que vous avez bloqué tout ce qui est autour. Donc, on peut avoir des pans entiers de notre vie dont on ne se souvient pas, enfant, parce qu'il y a des mauvais souvenirs dedans. Ils nous ont tellement fait peur qu'en fait, on va bloquer sur tout le reste. Et ça peut donner des problèmes de mémoire qui peuvent être un grave obstacle, par exemple, au niveau des études. C'est-à-dire qu'un enfant traumatisé à qui on dit il faut que tu travailles ne va pas forcément pouvoir travailler parce qu'il n'a pas forcément une bonne mémoire, parce que tout simplement, il ne veut pas se souvenir des choses négatives qu'il a vécues. Les bons et les mauvais souvenirs sont ensemble, d'où problème possible de mémoire, parce que cette opacité protège en fait l'enfant de la souffrance qu'il pourrait avoir. Voilà. Alors, ce qui est très important, l'enfant, quand il naît, se sent toujours responsable de tout ce qui lui arrive et il ne voit que le blanc et le noir. Il est très manichéen. Un enfant, par exemple, si un père s'en va avant que l'enfant ne naisse, etc., l'enfant devenu grand va penser que son papa ne voulait pas le connaître ou le voir. En fait, il a abandonné la mère. Il n'était peut-être même pas au courant qu'il était papa, mais il a peut-être abandonné la mère, effectivement. Et donc, l'enfant peut penser que le papa est
quelqu'un de pas bien, et que c'est surtout lui, petit enfant, qui ne méritait pas d'avoir un papa. C'est-à-dire que ce sentiment d'abandon, il va le porter avec lui et va recréer un abandon dans sa vie. Même chose pour une fille. Si à un moment donné, il y a un éloignement du papa, il peut très bien s'éloigner de sa maman. Il ne s'éloigne pas forcément de la petite fille. Mais elle ne le comprend absolument pas. Elle va penser que c'est elle qui est concernée et que c'est elle qu'on ne veut pas revoir. Donc, cette petite fille va à ce moment-là faire tout pour de nouveau être réabandonnée. Et donc, elle peut avoir dans son propre comportement des comportements, des attitudes qu'elle ne comprend pas toujours. Elle peut très bien commencer à être avec un conjoint tout à fait bien, puis devenir très dure, devenir méchante, avoir 2 ou 3 amants, faire provoquer, etc., des comportements aberrants pour obtenir un abandon, parce que ce qu'elle recherche, c'est l'abandon et non pas la vie possible avec cette personne. Et donc, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça veut dire que pour revivre un abandon et le revivre avec l'intensité qu'elle a déjà vécu enfant, se dévalorisant, tant qu'elle ne s'est pas réconciliée avec elle-même, elle va rechercher une situation d'abandon dont elle sera actrice en se donnant en plus le mauvais rôle. Et donc, on aura l'impression que c'est vraiment quelqu'un de peu de moralité qui ne mérite personne. En réalité, elle peut être absolument charmante et être en très grande souffrance. Voilà. Alors, voilà. Voilà. J'avais déjà parlé de la façon que nous avons de socialiser tout ce que nous avons comme réaction. Lorsqu'on rencontre un conjoint, puisque c'est la rencontre de 2 scénarios, il y a opération coup de foudre. C'est-à-dire qu'on est absolument séduit, la personne est exceptionnelle, quelqu'un d'aussi bien, comment j'ai pu attirer quelqu'un d'aussi bien, etc. Puis, assez rapidement, je me retrouve dans une situation où ce conjoint devient différent, distant, plus ou moins froid, avec un côté plus de difficultés. Il a des défauts, c'est étonnant, mais enfin bon, à part ses défauts, ça va. Puis ses défauts deviennent de plus en plus prégnants. Je me demande comment ça se fait qu'il ne fasse pas d'efforts, pourtant je lui explique bien. Là, ses défauts, il faudrait changer ci, il faudrait changer ça. Et puis il commence à m'énerver, puis c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'au début, il faut d'abord attraper le poisson. Une fois qu'on a attrapé le poisson, homme ou femme, on va seulement mettre en place des vieux comportements. Et c'est là où on va arriver progressivement, je vais le dire plusieurs fois, au niveau du timing. Je peux très bien avoir une vie exemplaire pendant 30, 40, 50 ans de vie, avec ma vie de couple, et d'un seul coup, complètement changer, et je suis le même personnage, mais simplement je vais vivre autre chose. Mais dans nos vies à nous, très souvent au bout de quelques mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, on commence à mettre en place donc un système de tension où on a l'impression que le conjoint ne répond pas. En réalité, très souvent, il répond, mais il nous rappelle des vieux souvenirs. Comment est-ce qu'on voit ça en astrologie? On voit ça en général dans ce que l'on appelle les planètes combustes, des planètes qui sont très proches. Quand elles sont très proches, on réagit de façon pulsatile. Quand vous avez une réaction tout à fait, vous voyez un petit bébé, vous avez envie de faire des guillis, vous avez envie de faire des petits bisous, etc. C'est une réaction spontanée, pulsatile, rapide. Ça peut être tout à fait des planètes combustes. Mais là derrière, il n'y a rien de mauvais, de méchant ou de Dieu sait quoi. Il ne faut pas toujours voir problème. Ça veut dire que c'est un comportement où s'il y a un petit enfant, on va s'en occuper, être gentil avec, essayer de l'amuser, de faire rigoler, et on va se sentir tout empli d'une joie et d'un bonheur, etc. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas se poser de questions. Mais si on voit le conjoint qui, pour une fois de plus, met ses pieds sur la table du salon, si on voit le conjoint qui d'un seul coup laisse traîner ceci ou cela ou autre chose, si on voit le conjoint qui d'un seul coup mange en faisant du bruit ou pas de bruit, ou respire fort ou ne respire pas fort, ou se gratte comme ci ou comme ça, etc., et que ça nous énerve, c'est toujours relié à quelque chose d'autre en nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'admettre. Ça veut dire que c'est relié à quelque chose d'autre en nous et essayer de voir qu'est-ce qui nous rappelle ce comportement. Dire oui, mais il y a aussi parfois des comportements qui peuvent nous sembler tout à fait déplacés ou vulgaires ou bien qui ne se font pas. Évidemment, il y a ça. Mais à partir du moment où ça rentre dans une certaine norme, on peut se rendre compte que parfois on est énervé par des comportements, des attitudes qui n'ont absolument rien d'anormal. Donc, si ça n'a absolument rien d'anormal, ça veut dire que c'est nous qui avons le problème et pas forcément le conjoint. Ça ne veut pas dire qu'il faut admettre qu'on peut changer de conjoint. Mais si ça arrive à certaines dates, par exemple, à l'âge de 3 ans, j'ai eu tel problème avec mes parents. Ma mère a recommencé de travailler, elle a fait ci, elle a fait ça. Finalement, j'ai mon premier enfant qui a 3 ans et je sens que je suis obligé d'aller travailler ou je commence à m'énerver dans le travail, ça m'agace, etc. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a quelque chose qui se met en place et qu'on est plus heureux, il faut essayer de voir qu'est-ce qui dans le passé peut me rappeler ces effets-là. Alors, il faut toujours se poser des questions, etc.
se poser des questions, c'est uniquement pour retrouver un état de bonheur, parce qu'autrement, on s'enfonce dans des choses où on va tirer chacun la corde à soi, et on se rend compte qu'on n'est plus sur la même branche avec le conjoint. On parle toujours d'image maritale, c'est pour ça que j'insiste. Donc, on se rend compte que le conjoint ne correspond plus à ce que l'on avait en projet pour lui et moi, alors qu'en réalité, le conjoint n'a pas forcément fait grand-chose et que lui répond à des normes qui viennent de sa famille et pas de notre famille. Et donc, lui va réagir à un âge différent. Peut-être que l'enfant, le premier enfant aura 4 ans ou 5 ans et pas forcément lorsqu'il aura 3 ans. Alors que nous, on va réagir quand notre enfant aura 3 ans. Donc, il y a des fonctionnements qui se mettent en place progressivement. On a l'impression de se faire avoir et d'avoir été trompé sur la marchandise. C'est-à-dire que le conjoint ne correspond pas à la projection qu'on faisait dessus. Voilà. Voilà. Je vais vous donner un exemple pour qu'on puisse bien comprendre. J'ai étayé de quelques exemples qui sont un petit peu excessifs, mais pour que l'on comprenne bien, parce que on comprend beaucoup plus facilement chez les autres que chez soi. Vous prenez par exemple une maman tout à fait charmante, elle se fait taper par son mari qui a de gros problèmes, et elle se fait taper lorsqu'elle est enceinte. Vous savez que les fœtus sont vivants assez rapidement. Finalement, l'enfant naît, le mari continue de taper sur tout le monde, et puis à la fin, finalement, il s'en va, il va trouver une autre femme qui est mieux, pour encore mieux taper dessus après. Et n'oubliez pas que l'acharnement se fait en général sur une personne. Tant qu'on peut picorer une personne, même lorsqu'on est en divorce, on va ruiner la personne dont on vient de divorcer, on va la plumer, la dénigrer, la dévaloriser, mais on peut très bien être charmant avec la nouvelle personne et elle qui va y croire. C'est-à-dire que quelqu'un de mauvais en général ne s'acharne que sur une personne à la fois ou sur une famille à la fois, et il va compenser parce qu'il sait qu'il agit mal, il va compenser en étant éventuellement très charmant à l'extérieur. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mauvais sait qu'il est mauvais. Et il ne faut pas penser qu'il ne le sait pas. Il y a des maladresses. Maladresse, ça existe. Maladresse, ça existe. Mais méchanceté vraie, répétée, de type perverse, de type pervers narcissique, ça existe. Et donc, c'est de la vraie méchanceté. Donc, par exemple, le petit enfant a vu sa mère battue, il ne peut pas défendre sa maman. Donc, en fait, il pense qu'il est incapable de défendre une femme. Il va se faire des études tout de même. La brute est partie maintenant depuis longtemps. Le petit gamin va faire des études. Il va beaucoup aimer sa maman, qu'il vénère. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Et puis finalement, il va faire des études, un travail, il va se marier. À partir du moment où sa femme va être enceinte, il va sentir des pulsions d'agressivité parce que ne pouvant défendre sa femme, perdu quand parfois elle dit « oh j'ai mal ici, j'ai mal là, le gamin bouge, oh je sens quelque chose », il va être dans un mouvement de panique, il va devenir extrêmement violent avec sa propre épouse qui est enceinte, va commencer à vouloir taper dessus, éventuellement va se retenir et va devenir très violent à partir du moment où le bébé est né. C'est-à-dire qu'il va se sentir complètement incapable d'assumer un enfant alors que son père l'a rejeté. En devenant père, il revit ce que son père a vécu. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal, c'est même très mauvais. Mais ça veut dire qu'il va revivre la même chose. Quand on comprend ce genre de phénomène, j'ai pris exprès des exemples comme ça un petit peu rudes. Quand on comprend ça, on arrive à mieux comprendre que les autres ne sont pas forcément mieux que nous, ni moins bien que nous, ni moins bien que nous, mais que parfois ils sont dans des drames et qu'arrivé à un certain niveau, on doit pouvoir s'en défaire. C'est-à-dire que si quelqu'un vous manque de respect au-delà d'une limite, c'est qu'il y a un vrai problème, il n'y a pas de... Tout à fait. Mais ce n'est pas par la discussion que vous le changerez, parce que parfois, c'est tellement plus facile d'avoir un fusible sur lequel vous pouvez vous défouler. Il y a un moment où la discussion n'existe plus. Si vous vous retrouvez avec quelqu'un de violent, d'agressif, qui essaie de vraiment vous faire mal, systématiquement, très dur, c'est pas la peine d'attendre. Il faut prendre vos jambes à votre cou, partir immédiatement, que ce soit l'homme ou la femme, et il y a des ratés, et c'est pas la peine. Tant que ce sont des maladresses, des choses qu'on ne comprend pas vraiment, des choses, des mots parfois un petit peu rudes, un petit peu durs, il y a mille choses qui peuvent arriver. Voilà, ça arrive. Mais à partir du moment où il y a quelque chose qui ne va plus au niveau du respect que auquel on va avoir référence, à ce moment-là, ce n'est pas bien du tout. C'est pour ça qu'il est tellement important de s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, ça veut dire refuser de descendre en dessous d'un certain niveau. On peut accepter éventuellement une petite dispute, on peut accepter de ne pas être content sur un choix de vacances ou d'autres choses, mais on ne peut pas accepter de se faire battre, malmener, maltraiter, humilier, blesser, etc. Ça, il y a des moments, il faut arrêter immédiatement, ça ne sert à rien. Ça devient une forme de masochisme. Et vous avez des gens, peu importe leur niveau social, peu importe leur niveau de revenu, ils vont l'avoir.
Voilà. 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 Un homme ayant des problèmes va tomber amoureux d'une femme ayant des problèmes de dévalorisation. Même chose dans l'autre sens. Donc, première chose, c'est aimer soi-même. Ensuite, arriver à une sorte de lâcher prise au niveau parental. Lâcher prise lorsqu'il y a des tourments. Quand ce sont des maladresses, c'est relativement facile. Lorsqu'il y a des vrais tourments, il y a ça. Alors, par exemple, pour les femmes battues, il y a des critères que j'ai toujours conservés, c'est-à-dire la première définition, une femme ayant été maltraitée par son propre papa risque d'être une femme battue. Une femme ayant vu son propre père battre sa propre mère peut être une femme battue. Une femme n'ayant pas connu son père, n'ayant pas de référence, peut être une femme battue. Le pire que j'ai toujours vu, c'est lorsqu'une femme aime tellement son père qu'elle n'est pas capable de le tromper avec un autre homme. Et donc, si elle se marie, elle se fera tout pour être victime de cet autre homme, pour être sûre, en fait, de dire au papa, toi, je suis mariée, mais en fait, c'est toujours toi que j'aime. Et souvent, dans ces cas-là, les pères, paradoxalement, ne protègent pas leurs filles, mais pleurnichent avec, mais ça n'avance pas. C'est-à-dire qu'un père normal ira toujours défendre sa fille s'il y a un problème et ne va jamais laisser sa fille dans la difficulté. Si elle reste dans la difficulté, c'est que quelque part, là, ça lui fait plus ou moins plaisir. Voilà. Alors. Donc, il faut faire toujours très attention que la violence ne dérape pas et donc la refuser. Alors, vous allez dire, oui, mais est-ce qu'à ce moment-là, il faut passer immédiatement par une thérapie? C'est pas toujours comme ça. Une remise en question des choses qu'on a vécues ou pas vécues, en y réfléchissant, donne souvent les solutions. Lorsqu'on vit des choses qui ne vont pas bien, essayez de voir qu'est-ce qui nous rappelle ça. Est-ce que c'est au niveau des parents? Est-ce que parfois on a eu honte de l'un des parents? Parce que nos sentiments de culpabilité, c'est parfois on peut avoir honte d'un des parents, le père, la mère. Ils sont rendus ridicules, ou bien on ne les a pas trouvés bien par la hauteur. Est-ce que les parents ont été excentriques à certains moments? Et pour les copains, on a trouvé que finalement, ils étaient trop originaux, le père ou la mère. Est-ce que parfois, on les a trouvés trop durs, trop froids, refusant le contact? Est-ce que parfois, on les a trouvés trop généreux, dilapidant tout, qui parlent trop, qui sont trop voyants ou pas assez voyants, etc. Tous ces petits symptômes font qu'en fait, on bloque une partie de nous, alors que si on accepte ça comme un fait, on a eu honte du père, on trouve qu'il a été trop agressif, pas assez actif, il ne s'est pas assez imposé, il s'est trop imposé, il n'a pas su être à la hauteur, il a été trop à la hauteur, il a trop ordonné, trop dirigé. Une fois qu'on fait de lâcher prise, on se retrouve en fait en contact beaucoup mieux avec un conjoint. Dire oui, mais si le conjoint est là déjà, qu'on l'a déjà trouvé et que c'est un pas bien, si on a trouvé un conjoint et qu'il n'est pas bien, à ce moment-là, on va être obligé à un moment donné de se séparer. Voilà. Une chose que j'avais notée, c'est qu'il ne faut pas penser que l'enfant se sent toujours fier de tout ce qui réussit et coupable de tout ce qu'il a raté. Parce que l'enfant peut très bien se mettre dans une situation où il va être efficace en tant que fusible. Souvent dans des tensions maximales au niveau de certaines familles, on va prendre l'habitude, puisque j'ai dit qu'on va prendre une façon de parler différente, on peut très bien être en contact à ce moment-là avec une problématique, on ne sait pas comment la résoudre. Alors, un enfant, on le trouve merveilleux, c'est souvent l'aîné, le plus beau, le plus fort, et puis on va prendre un des autres et qui va devenir un fusible et se sentir parfois très valorisé. Parce que quand les parents se disputent, c'est lui qui, par exemple, va laisser tomber quelque chose, le casser. Comme ça, on se réconcilie sur son sort. Éventuellement, il peut avoir un problème de santé. On se réconcilie sur ses problèmes de santé. Il va faire des choses un peu imprévisibles. On va se réconcilier parce que finalement, on a besoin d'être tous les deux. C'est-à-dire que vous avez des jeux de théâtre qui se mettent en place dans les familles où c'est souvent un enfant, parfois deux, qui vont être le fusible. Alors, tant que ça reste un petit peu comme ça, léger, il n'y a pas de problème. Mais ça peut devenir tellement important qu'en fait, si vous êtes le fusible de votre famille, vous ne pouvez pas trouver un conjoint puisque vous aurez l'obligation de rester dans votre famille comme bâton de vieillesse pour vous occuper d'eux, puisque dès qu'il y a une tension, vous revenez. Eux vont jouer le jeu. Dès que vous venez, ils vont mettre en place tout un scénario où le papa va critiquer la maman et vous aurez l'impression qu'en fait, votre présence est indispensable, alors qu'en réalité, quand vos parents sont seuls, ils s'entendent très bien entre eux, mais ils ont besoin de mettre en place ce que vous voulez entendre, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de vous pour régler leurs problèmes à eux. Je pense que je suis clair. Là, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, c'est l'idée de l'enfant fusible
qu'il peut y avoir. Voilà. Alors, encore une fois, j'ai bien dit que la majorité des parents sont tout à fait des braves gens. Il faut faire attention. Quand vous avez un enfant toxicomane, quand vous avez un enfant qui fait des bêtises, quand vous avez un enfant qui pose de gros problèmes, ça ne veut pas dire que vous avez mal agi. Ça peut être le cas, mais ça peut très bien être des problèmes de grossesse de l'enfant où l'enfant va réagir non pas d'après vous et lui en tant qu'éducateur, mais vraiment par rapport à des pulsions qui lui sont propres, où il a vécu telle ou telle chose au niveau de la grossesse, par exemple, où la maman est obligée de prendre des tas de médicaments, etc., où la grossesse s'est mal passée, ou éventuellement l'accouchement s'est mal passé, et c'est cette douleur et cette souffrance qui va se refléter dans le comportement de l'enfant, et non pas du tout un comportement des parents négatif vis-à-vis de lui. Il faut faire très attention, pas toujours vouloir culpabiliser les parents parce qu'il y a eu une apparence d'échec au niveau des enfants, comme si les parents étaient responsables de tout et que sans doute ça les arrange d'avoir un enfant héroïnomane. Il faut faire très attention. Souvent, la solution est donnée dans le thème et il y a toujours possibilité de se sortir de ce genre de situation, mais les parents ne peuvent pas toujours être à la hauteur parce qu'il y a une relation affective qui peut être parfois une sorte d'obstacle. Ceci simplement pour dire qu'il faut faire très attention à ne pas penser que les autres sont tous des gens qui ne savent pas se conduire et que nous, on serait tellement formidables. Parce que quand on regarde la plupart des vies, même de couple, il y a souvent des tensions. Et les gens peuvent parfois être amenés à vivre, à accepter des choses qu'ils n'auraient pas acceptées sous d'autres façons. Voilà. Alors, donc ça, c'est l'enfant fusible. Voilà. Alors, le choix du conjoint. Alors, même dans les familles parfois les meilleures, il peut y avoir des difficultés au niveau du choix du conjoint, parce que le conjoint, on va attendre l'approbation des parents. Les parents les plus tolérants peuvent très bien ne pas aimer votre conjoint, mais vous pouvez très bien aimer un conjoint justement parce qu'il est l'ennemi de vos parents. Alors là, nous arrivons à la complexité d'avoir les parents et les grands-parents. Un exemple. Vous avez des grands-parents, par exemple, qui vont vous dire, quand vous êtes enfant, ah, tu sais, mon fils, c'est ton papa, il est formidable. Mais finalement, la femme qui l'a trouvé, ta maman, elle n'est pas formidable. Elle n'est pas un sou quand elle est venue. Hein. Heureusement, j'étais là, j'ai sauvé tout le monde. Et inversement, le grand-parent, si vous voulez avoir du gâteau, si vous voulez qu'on soit gentil avec vous, il va falloir quelque part au moins écouter, pas forcément adhérer. Un enfant, de toute façon, ne comprend rien, mais au moins boire toutes ces paroles. Et de boire toutes ces paroles, c'est bien pas l'éducation des parents, mais c'est bien les grands-parents qui interviennent. Et parfois pour des choses légitimes, et parfois pour des choses totalement illégitimes qui ont à voir avec leur propre valorisation. Donc, la maison 7 que je vous ai expliqué, la maison 7 en astrologie correspond au conjoint, mais correspond également aux grands-parents. Donc, ça signifie que si le grand-parent représente un danger pour les parents, vous allez faire un blocage complet au niveau du conjoint parce que ce grand-parent représente pour vous quelqu'un qui a dit des méchancetés et qui peut représenter un danger. Un exemple. Vous aimez bien votre grand-mère, mais votre grand-mère a toujours bien fait sentir que c'est grâce à Sissou, à elle, que tout le monde peut vivre. Hein. Conclusion, vous pouvez très bien, avec votre propre épouse, refuser de lui donner de l'argent parce que finalement, il faut qu'elle expie. Maison 7 égale conjoint, maison 7 égale grand-mère. Bon, pour punir la grand-mère, on punit l'épouse. Je vous avais expliqué. Si on punit la grand-mère, on ne peut pas la punir, elle est peut-être déjà morte, donc il faut trouver quelqu'un d'autre. Et donc l'exutoire, ça va être le conjoint. De la même façon que je vous avais expliqué, si on ne peut pas punir les parents, on peut très bien punir son conjoint en expression, en référence aux parents. Donc, la grand-mère a toujours fait sentir que c'était elle qui avait des sous et qui gérait, etc., que grâce à elle, la famille a pu vivre. Conclusion, on peut très bien vouloir soumettre son conjoint à une forte pression financière, et éventuellement la plumer, éventuellement la ruiner, tout en l'aimant, s'il n'y a que ça. Il n'y aura que l'argent, qui sera donc un problème. Et pour ça, on peut se retrouver dans des difficultés ou pas de difficultés, etc. C'est très important de comprendre toujours les références qui sont mises en place, toujours le timing qui va être mis en place. Un exemple autre, vous prenez un monsieur tout à fait merveilleux. Il est merveilleux, il épouse une femme, elle est merveilleuse, un couple merveilleux. Ils nous font de beaux enfants, ils réussissent très bien. Or, quand on regarde bien l'histoire du monsieur, le monsieur a eu de gros problèmes de violence ou d'abandon de la part de sa mère. Cet abandon ou
ces gros problèmes de tension peuvent très bien être dus au fait que la mère est obligée de travailler, de partir, qu'elle a eu gros de problèmes de santé, qu'éventuellement elle soit morte, enfin, etc. Mais il lui en veut. N'oubliez pas qu'un enfant a un sentiment direct, pur. Donc, on peut en vouloir à un de ses parents parce qu'il meurt. Lorsque un deuil arrive trop tôt dans la vie d'un enfant, il n'arrive pas à vivre toutes les dates, enfin, tous les moments du deuil, c'est-à-dire stupéfaction, abattement, douleur, colère, dépression, pardon. Ça, c'est les strates, ce sont les strates normales, plus ou moins longues, qui évoluent un peu différemment selon les gens. L'enfant, en général, va rester à la colère vis-à-vis d'un deuil trop précoce. Donc, si on a été abandonné par un parent, mettons la maman, ce petit garçon va avoir une agressivité très forte vis-à-vis de sa mère. Mais il a un programme, il faut qu'il se marie, il faut qu'il ait des enfants, ça lui plaît beaucoup, avoir un travail, etc. Donc, il va faire tout ça de très bien. Mais le jour où les enfants vont partir, il peut très bien à ce moment-là mettre son programme de violence vis-à-vis de sa mère en valeur, mais il ne va pas évidemment vouloir exprimer ça contre sa mère vu d'âge ou peut-être elle est morte, etc., elle a disparu de la circulation, mais il va reproduire ça contre sa femme. Donc il va éventuellement perdre son boulot pour qu'elle n'ait plus d'argent, pour éventuellement tout dépenser et tout boire, pour qu'elle soit obligée de payer à la place de la maman. Vous comprenez? Toujours comprendre que les motivations des gens ne sont pas forcément mauvaises, sont souvent impulsives et que vous pouvez être victime de quelque chose qui est une sorte d'épine, de douleur profonde, d'abcès très cruel chez la personne que vous épousez. C'est pour ça que tant que vous êtes vous au point, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un de mauvais. Si vous n'êtes pas au point vis-à-vis de vous, vous rencontrez quelqu'un qui a des perturbations. Parce que si vous vous dévalorisez, vous avez 1 kilo de trop, vous n'êtes pas assez jolie, pas assez belle, vous avez un travail pas assez intéressant, Dieu sait quoi qui ne va pas, si vous excusez d'exister tout le temps, vous ne pouvez trouver que du bas de gamme et non pas du haut de gamme. Donc, sans aller jusqu'à la prétention ou au narcissisme, il faut tout de même avoir une considération de vous. Vous n'êtes pas parfaite, mais vous êtes pas mal. Et il faut le définir. Vous êtes au moins pas mal, et donc vous méritez quelqu'un de pas mal. Si vous faites ça, c'est déjà très bien. Vous avez des tas de copines, vous avez des tas d'amis qui ne sont pas forcément formidables, mais qui se retrouvent avec quelqu'un de tout à fait exceptionnel, gentil, généreux, dévoué, à leurs pieds, qui leur obéit à tout, qui leur fait tout leur caprice, etc. Elles ne sont pas plus douées, mais elles ont une bonne opinion d'elles. Ça ne veut pas dire qu'il faut exagérer, parce que là, on se retrouve avec d'autres difficultés, mais ça veut dire qu'il faut arriver à cette sorte de libération vis-à-vis du passé, où il faut s'avouer les hontes, les colères, les peurs qu'on a eues, les choses qui n'ont pas été, les frustrations, les choses qui ont été plus ou moins mal vécues, parce que autrement vous reproduisez la même situation. Voilà. 39, ça j'ai vu. Les grands-parents, j'ai vu. Voilà, ça j'ai vu aussi. En fait, j'ai un pense-bête comme programme et donc après, il me faut chaque fois un petit peu voir. Alors, une des choses donc, qui va beaucoup vous intéresser, c'est, mais finalement, est-ce qu'il y a un timing dans tout ça au niveau du mariage, de l'union? Ben, évidemment, il y a un timing. Vous aurez des copines qui vont trouver très facilement et très jeunes l'homme de leur vie. Et ça peut être des mariages qui durent pendant 40 ans. Et vous aurez d'autres copines qui vont se marier très tard, qui vont même vivre plusieurs années avec leur conjoint pour bien le tester. Elles sont mariées, 2 ans après, elles divorcent. C'est-à-dire, le timing est extrêmement important. À partir du moment où vous vous mariez, vous recréez une situation de l'enfant dans sa propre famille, avec les tensions qu'il y a eu et pas les tensions qu'il y a eu, les conflits entre les grands-parents, etc. On a pu avoir des deuils à ce moment-là, il y a pu avoir des gros déménagements, des difficultés au niveau du travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tout rechercher, il faut juste essayer de faire la paix avec le passé. C'est-à-dire, quand on se souvient en fait vraiment de méchanceté, de frustration, d'agression, de choses comme ça, considérer ça comme la chose indispensable qui était prévue, mais à partir de là, on ne reproduira pas les choses négatives, on va transmuter. C'est-à-dire, par exemple, on est un enfant battu, on va décider que puisqu'on a été battu, on ne battra jamais. Et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'on va refuser de battre. Et à partir de ce moment-là, on est obligé éventuellement soit de se marier, soit de ne pas se marier, d'avoir des enfants, de ne pas avoir d'enfants, mais de toute façon décider de ne pas se battre. Je me souviens toujours de quelqu'un qui avait un thème très difficile. Comme il avait été battu sauvagement, on aurait pu penser qu'il allait le faire. J'en étais pratiquement sûr qu'il battait ses enfants. Donc j'ai exploré le terrain.
Et en réalité, il m'a dit que comme il sentait qu'il pouvait être très violent, il avait demandé à son épouse de faire tout ce qui était répressif. Mais répressif, c'est des petites choses normales. Comme elle avait une éducation normale et qu'elle avait été très aimée par ses parents, si elle disait aux enfants de se laver les mains, elle leur disait, lavez-vous les mains. Elle n'était pas obligée de taper dessus. Et donc, ils s'étaient très bien entendus tous les deux pour avoir une éducation où lui n'intervenait jamais dès que ça aurait dû passer à la répression. Évidemment, c'est au-delà de simplement se laver les mains et tout passer par elle. C'est-à-dire que si on veut, on peut tout à fait transcender les pulsions agressives, violentes, d'autodestruction ou de violence que l'on pourrait exercer à l'extérieur à partir du moment où on en prend conscience. Et à ce moment-là, il suffit d'un tout petit peu de moralité, de principe et de rigueur. Et à ce moment-là, vous méritez du haut de gamme. C'est toujours très important de comprendre que l'on va améliorer des choses extérieures à partir du moment où on s'améliore soi. Le conjoint est d'un autre thème et ce n'est pas quelqu'un qu'on nous amène et qui serait moins bien que nous ou mieux que nous au départ. Il est normalement exactement le même. Et si on arrive à comprendre, en se montant soi-même, on monte l'autre. Alors, est-ce qu'on divorce ou pas? Alors, les aspects annonciateurs de divorce dans un thème sont souvent les aspects uraniens. Mais il faut faire attention. Un aspect uranien, par exemple, qui va sur le maître de 7, qui se trouverait, par exemple, en Capricorne ou en Verseau, actuellement il est en Taureau, ne peut pas provoquer de divorce. Parce que à ce moment-là, on a simplement une crise de couple, chacun rentre chez sa mère, et finalement, on se remet ensemble. Une planète en domicile ou en exaltation recrée une situation précédente qui peut très bien marcher, mais crée tout de même la crise. Lorsque ce fameux Uranus, par exemple, est dans un autre signe, à ce moment-là, il peut mettre en place un divorce. On peut tout à fait avoir un thème où il peut y avoir un divorce, deux divorces, plusieurs séparations avec des conjoints, des lunes en fait. Enfin, il y a d'autres aspects, il faut apprendre donc au fur et à mesure, par expérience et aussi dans les livres, et on voit qu'il y a des divorces possibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le conjoint d'une vie. Mais chaque conjoint peut être une expérience merveilleuse et peut être un conjoint tout à fait talentueux et de grande qualité. Se séparer ne veut pas dire qu'on a raté. On peut très bien avoir réussi. Alors, j'ai bien conscience que si on dit à quelqu'un de 18 ans que vous allez être avec quelqu'un pendant 3 ou 4 ans et ensuite vous changez, ça va très mal marcher. Parce qu'on va dire, c'est pas la peine que je me mette avec. Alors que pour un astrologue, on va dire, mais si, le premier, c'est une belle expérience, le second sera merveilleux, durera plus longtemps, il y aura peut-être un troisième. Mais les gens vont mal le prendre. Donc, en fait, il faut penser que annoncer trop en avance les choses ne sert absolument à rien. Le meilleur système, c'est toujours si jamais séparation ou divorce il devait y avoir, il vaut mieux annoncer que par exemple il faut garder un travail, il faut toujours garder un monde avec un compte personnel, etc. C'est-à-dire trouver d'autres arguments pour que les gens ne soient pas obligés d'affronter une annonce qui pourrait leur donner l'impression qu'ils sont nés sous une mauvaise étoile. Une séparation n'est pas un drame en soi. C'est la souffrance à l'intérieur d'une vie de couple qui est une séparation. La solitude seule, ça, c'est une souffrance. Mais vivre avec quelqu'un dont vous avez peur quand il rentre, que vous entendez la clé dans la porte, ça, c'est une horreur. Et ça, c'est bien pire. Donc, le divorce est pas forcément obligatoire. Voilà. Alors, vous allez dire, oui, mais finalement, les couples avant, parfois, ils ne divorçaient pas, ils s'entendaient bien. Alors, les couples avant avaient l'obligation de rester ensemble parce que le divorce n'existait pas et ensuite, il n'y avait pas les ressources financières parce qu'il faut bien penser que si vous gagnez une somme modeste, vous ne pouvez pas trouver un nouvel appartement, s'occuper de vos enfants, etc. Donc, beaucoup de couples de nos jours, en fait, de nouveau, on retrouve cette situation, restent ensemble par confort, parce que c'est pratique et non pas forcément par passion. Alors que lorsqu'il y a un niveau de vie élevé, on peut se séparer beaucoup plus facilement parce qu'on a les moyens financiers et intellectuellement de devenir autonome. Voilà. Donc, ça signifie qu'il faut bien trouver. Donc, au niveau du divorce, vous avez expliqué les phénomènes de timing, c'est-à-dire les choses qu'on va reproduire à certains temps et heures dans nos propres vies. Ça peut vous aider à comprendre que souvent un homme ou une femme ne change pas, mais que simplement il va mettre en valeur une partie de son scénario qu'il avait gardé au chaud pendant un certain temps, parfois 20 ans, parfois 30 ans, avant de pouvoir le sortir. Je veux dire, mais alors les anciens qui vivaient mieux, est-ce que ça serait finalement l'idéal? On se marie et on est obligé de se marier. Et puis c'est tout, on doit rester avec. Ça ne marche pas comme ça. Là où ça marche bien, c'est uniquement lorsqu'il y a un côté
sacré dans l'idée de mariage ou d'union. Et ce côté sacré, c'est par exemple, on se lance dans une tâche. La tâche, c'est par exemple, un boulanger rencontre une boulangère, on décide d'ouvrir une boulangerie, donc de toute façon, on n'a pas le choix, il faut faire de l'argent, s'occuper des enfants, réussir la boulangerie. Donc, en fait, il y a un but commun. Le but commun n'est pas toujours de travailler au même endroit et d'avoir la même profession, c'est le but commun d'arriver à une réalisation. Donc, il faut en fait un but transcendantal, pas juste le plaisir, la satisfaction de soi-même dans une union parfaite où on fait de son conjoint ce qu'il veut, qu'on veut et il serait toujours serviable, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, où chacun fait des efforts pour arriver à faire quelque chose qui conviendrait aux deux. Donc, lorsqu'on arrive à faire ça, on y arrive bien. Et c'est pour ça que certains couples, par exemple, ont ce côté, pour les enfants, on peut rester ensemble, c'est pas quelque chose de honteux du tout. Pour les valeurs que l'on a, on va essayer de faire. Alors, ensuite, vous allez dire, oui, mais moi, par exemple, je suis une femme, donc je prends un exemple. Mes parents, j'aurais toujours pensé qu'ils auraient dû divorcer, ils ne l'ont pas fait. Finalement, ils sont restés ensemble, maintenant ils ont trouvé un équilibre, mais finalement, ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, on a toujours eu la conviction. Est-ce que c'est bien? Si on regarde le thème, problème non réglé va être amené à être répété. Donc, et avec la même réponse. C'est-à-dire que cette femme peut très bien, par exemple, décider de vouloir divorcer d'un mari qui peut être absolument charmant et se retrouver en fait toute seule, alors qu'en fait elle a divorcé d'un homme charmant qui, comme il est charmant, va trouver tout de suite une autre femme, alors qu'elle va vivre dans la solitude sans comprendre au départ qu'elle s'est débarrassée d'un homme bien pour vivre ce que sa mère aurait dû vivre, alors qu'en fait c'était une forme de j'explique à ma mère qu'elle aurait mieux fait de divorcer, c'est facile, tu vois bien, je l'ai fait, mais en fait elle divorce d'un homme charmant et non pas d'un conflit avec un homme à l'image du père. Suis-je clair? C'est-à-dire qu'on peut reproduire une situation pensant donner des leçons aux parents, alors qu'en réalité, ils vous ont rien demandé, ils ont fait quelque part de leur mieux, à vous de faire encore mieux, mais pas à vous de vouloir leur expliquer qu'ils auraient dû faire ci ou ça, et que ça aurait été mieux. Parce qu'autrement, vous condamnez vous-même à faire des choix qui sont mauvais. Donc, par exemple, un divorce dans ce cas-là qui n'a aucun sens et aucune raison d'être, pour vous retrouver toute seule dans un 2 pièces, alors qu'avant vous aviez une jolie maison avec un mari charmant, des enfants charmants, tout le monde charmant, une vie très belle, d'excellents souvenirs, des cartons pleins de diapos et de photos et de photos numériques maintenant, etc., des souvenirs à l'appel, et vous vous retrouvez toute seule à regarder votre télé dans la 2e pièce. Vous comprenez? C'est-à-dire un problème dans le passé doit être résolu dans le passé par un lâcher-prise, ne doit pas être résolu dans le présent avec le conjoint ou avec soi-même. C'est dans le passé qu'il faut fouiller. À partir du moment où vous améliorez votre passé, vous améliorez votre vie d'adulte. Vous améliorez le conjoint que vous trouvez et vous trouvez normalement tout à fait le conjoint que vous méritez. Et c'est pour ça qu'il faut se revaloriser. Revaloriser dans le sens je me débarrasse des choses négatives. Voilà. Voilà. Ah, une chose encore. Souvent, j'entends ce que les gens disent et je vois bien que les femmes sont souvent beaucoup plus cultivées que les hommes au niveau de la vie affective. Et souvent, comme elles lisent des tas de revues et des tas de choses, elles sont très au courant des choses. Elles arrivent à définir ce que c'est qu'un pervers narcissique, etc. Alors, elles m'annoncent que leur conjoint, à un moment donné, devient manipulateur, pervers narcissique, ou alors qu'avec tel ou tel amoureux qu'elles ont eu, elles sentaient qu'il pouvait se passer quelque chose. Alors, d'une part, un pervers narcissique est rarement pervers et narcissique. Il peut l'être. Mais un pervers, c'est quelqu'un qui veut vous détruire complètement. Il ne vous laisse pas respirer, il vous noie. Il vous prend vos amis, il vous prend votre vie, il vous prend les choses. Mettons, il veut par exemple utiliser votre capacité à danser le samedi soir ou bien à apprendre le tango, etc. Et puis finalement, après, il vous humilie tellement, vous descend tellement, vous déstabilise que finalement, vous quittez votre cours de danse et c'est lui qui règne. Ça, c'est un pervers, il vous a détruit. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un, donc ça c'est pour le pervers, narcissique c'est quelqu'un qui par exemple veut venir avec vous, vous accompagner pour apprendre le tango ou une autre danse et finalement il va être vu par tout le monde et applaudi mais il vous laisse faire vous aussi, il vous laisse survivre. C'est qu'un narcissique n'est pas forcément négatif,
dans le sens où il ne vous détruit pas. Le pervers vous détruit, le narcissique pas forcément. Et le pervers narcissique, c'est une combinaison des deux, où vous avez à la fois la destruction et en même temps, il prend votre place. Mais un pervers n'est pas toujours narcissique, un narcissique n'est pas toujours pervers. Ensuite, il y a la manipulation. Nos vies sont de la manipulation. Lorsqu'on essaie de séduire notre conjoint pour aller voir tel film au cinéma ou faire telle ou telle chose, on lui fait un petit clin d'œil comme ça lourd de projets et de promesses, il y a forcément quelque chose. Oui. Ah, je vois, je vais voir les mots après, hein, les questions après. Donc, le manipulateur, nous sommes manipulateurs aussi. Ce n'est pas toujours un moyen de trouver que le conjoint n'est pas bien. Et ensuite, j'entends régulièrement maintenant quelque chose de neuf, c'est-à-dire, j'ai rencontré quelqu'un, je sentis qu'il y avait quelque chose de fort, et finalement, avec lui, ça ne donne rien. Pourquoi ai-je senti quelque chose de fort? La rencontre amoureuse est toujours une rencontre de deux scénarios. Si vous avez une conception de vous, de souffrance par rapport à la vie de couple, quand vous rencontrez quelqu'un qui va vous faire souffrir, vous avez l'impression de rencontrer quelqu'un d'important puisqu'il vous fait souffrir. C'est-à-dire, vous pouvez très bien commencer une histoire et vous voulez souffrir, donc vous allez souffrir. Donc en fait, il est important dans ce sens-là, mais il n'est pas important parce que vous pensez que puisque il a un côté comme ça séducteur d'une certaine façon, forcément il est pour vous, pour les années qui viennent. Là, il faut faire très attention. Quelqu'un qui vous semble important est important dans votre scénario, mais si votre scénario est malsain, il sera malsain. Voilà. Alors, donc, finalement, voilà. Alors, quel est le problème encore? J'ai encore fait ça parce que c'était quelque chose qui était très intéressant au niveau de l'existence. C'est-à-dire, quand quelqu'un, vous avez une copine, un ami par exemple, qui est amoureux fou de quelqu'un, mais avec qui ça ne peut pas se passer, et c'est peut-être même pas la première fois que ça arrive. Il ou elle tombe amoureux autour d'histoires impossibles, quelqu'un de marié qui ne va pas divorcer, quelqu'un qu'on a découvert encore récemment, mais qui va déménager en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou Dieu sait quoi. C'est-à-dire on tombe amoureux systématiquement d'un amour impossible. Se dévalorisant, systématiquement, on ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un qui va habiter loin, enfin de quelqu'un qui serait proche, qui serait son voisin de palier. On va tomber amoureux que d'amour impossible, parce que quand la personne n'est pas libre ou possible, parfois il n'y a que des distances de 200 ou 300 kilomètres, parfois il y a juste un conjoint légitime qui soit un obstacle. En fait, ce que l'on veut, c'est pouvoir aimer à fond quelqu'un qui ne rentre pas dans notre chez nous, quelqu'un qui ne nous dérange pas. Donc, en fait, on a le cœur plein d'amour, mais pour quelqu'un qui n'est pas nocif par sa présence. Et donc, en fait, si vous acceptez la vie avec quelqu'un, vous avez un cœur qui appelle un cœur disponible. Si vous ne trouvez pas de cœur disponible, en général, c'est que vous ne voulez pas de cœur disponible, parce qu'à ce moment-là, ça impliquerait trop de choses, la vie à deux. J'ai par exemple des gens, ils ont un Pluton en 4, ça les intéresse absolument pas de vivre avec quelqu'un, donc ils s'arrangent pour que le conjoint soit forcément loin, et un travail loin, et si on regarde toute leur vie, ils ne sont tombés amoureux que de gens qui sont loin et surtout bien éloignés ou impossibles à vivre avec parce qu'il y a un conjoint, une famille et Dieu sait quoi. Et comme ça, en fait, ils peuvent aimer, mais sans que ça leur nuise dans le quotidien. Voilà. Donc, ça, on peut le vivre comme ça ne me dérange absolument pas. À partir du moment où on est lucide, vous avez beaucoup de gens lucides et qui décident que, par exemple, ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un à la maison, ils n'ont pas envie d'une vraie vie de couple, ça leur plaît beaucoup mieux comme ça, et que d'avoir quelqu'un une fois de temps en temps, ça leur plaît bien, et que c'est une jolie relation affective avec un éloignement tout à fait supporté par tout le monde. Donc, en fait, la solution, je pense que je conclus avec ça, la solution avec les notions d'amour qui ne marchent pas et surtout les amours malheureux répétitivement, c'est d'une part se revaloriser lorsqu'on se dévalorise, faire un lâcher prise par rapport à toutes les choses négatives qu'on a pu rencontrer ou qu'on n'a pas forcément prises comme négatives. Encore une fois, beaucoup de parents sont absolument bienveillants, font ce qu'ils peuvent, sont parfois maladroits. Quand ce sont de vrais sadiques, de vrais méchants, etc., ça existe. À ce moment-là, on peut avoir besoin d'une thérapie. Ça existe. Mais ce n'est pas la majorité. Mais ça existe. Il ne faut pas penser que tous les parents sont bienveillants et gentils. Ce n'est pas vrai. Les journaux, il y a même des choses qu'on apprend. J'ai vu et entendu des situations qui n'étaient pas drôles. Donc, il ne faut pas penser que c'est systématiquement bien. Mais la majorité des parents fait de son mieux. Et donc, faire un lâcher-prise par rapport à ça, en considérant que finalement, ce sont des parents qui ne sont pas le conjoint. Le conjoint, c'est un conjoint à nous. On est à lui, à elle. C'est un conjoint.
Les parents, c'était leur histoire, ils ont fait bien, ils ont fait mal, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait par rapport à leur vécu, par rapport à leur destin. Et nous, on fait par rapport au nôtre. Il ne faut pas mélanger. Et à partir de ce moment-là, si on est guéri, on peut donc avoir un conjoint qu'on va attirer, qui va être de qualité aussi bien que ce qu'on est soi. Parce que si on trouve un conjoint qui n'est pas bien, c'est qu'on a un problème avec soi et pas lui. Enfin, forcément, lui qui a un problème avec lui. Si on a des problèmes avec soi, on trouvera un conjoint, etc. Encore une fois, c'est pas en perdant 30 kilos qu'on trouve le conjoint, c'est quand on s'aime, qu'on trouve le conjoint et éventuellement ensemble, il aime vos 30 kilos ou bien vous décidez de perdre ensemble ou Dieu sait quoi. C'est-à-dire ça marche dans l'autre sens. Régler les problèmes permettent d'avancer. Ne vous inquiétez surtout pas. Et ensuite, il faut un système de valeurs qui est un système de valeurs que les gens qui ne pouvaient pas divorcer autrefois avaient, c'est-à-dire la sacralisation de la vie à deux, la sacralisation, pas forcément toujours religieuse, hein, parce que je ne vais pas toujours venir avec ça, mais il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que si on essaie de donner plus à l'autre qu'on ne lui demande, normalement lui va faire les mêmes efforts, ça va fonctionner comme ça. C'est-à-dire que c'est pas, je lui ai donné hier une attention d'une demi-heure, j'ai regardé son match de foot et aujourd'hui, il faut qu'on passe tout l'après-midi chez ma mère. Enfin, c'est une caricature ce que je raconte, hein. Mais ça lui faisait tellement plaisir que je regarde le foot, ben j'ai regardé. Finalement, j'aime pas trop, mais enfin bon, d'être avec lui, ça me plaît. Et puis pendant ce temps, je le chatouille, et puis on rigole bien. Voilà, ça c'est-à-dire donner plus. N'oubliez pas tous les efforts que fait votre conjoint pour vous supporter. C'est pas que vous qui faites des efforts pour supporter le conjoint. Le conjoint en fait peut-être plus, parce que lui aussi a un passé, lui aussi a une famille, peut-être bien, peut-être pas bien. Donc en fait, quand il se tait, qu'il vous engueule pas, qu'il vous humilie pas, qu'il vous frappe pas, qu'il vous dévalorise pas, qu'il ne vous fait pas honte, etc., c'est que peut-être lui-même fait des efforts. Donc, s'il lui fait des efforts, pour le doute, ça vaut la peine de lui donner plus que ce que vous pensez recevoir. Et en faisant ça, lui ou elle va vous donner plus que ce que vous avez donné. Et donc, à ce moment-là, vous finissez par une grande tolérance et une tolérance des différences de l'autre. Ce que vous avez chez les gens âgés et où vous voyez où finalement, ils cohabitent ensemble, il y a une tendresse, une émotion, une affection, un respect de l'autre, où ils ne voudraient jamais humilier l'autre, le blesser, lui faire du mal, ils auront toujours envie de le protéger, d'être délicat, gentil, à sa mesure. C'est-à-dire le respect de l'autre passe par une sacralisation de nos émotions et dans le sens de il faut donner plus que l'on ne reçoit. Et si on fait ça, on y arrive. Et donc le fait de dire hein, ça fait 3 fois que j'ai un bonhomme, il est marié et je ne rencontre jamais l'homme que j'aime, c'est pas toujours la meilleure chose, c'est une revalorisation. Alors, il faut faire aussi très attention. Vous avez des histoires très compliquées. Je vais terminer peut-être par ça, un exemple qui me vient. Prenez par exemple, madame est enceinte, elle apprend que monsieur est en train de s'amuser un petit peu ailleurs, elle peut tellement en vouloir à l'enfant qui va naître, homme ou femme, garçon ou fille, qu'elle peut lui reprocher ou bien ne même pas le dire, mais il va avoir un ressenti. Et donc l'enfant ne va pas s'accorder éventuellement le droit d'être heureux en amour, soit parce qu'il pense qu'il n'a pas le droit de trahir sa mère, soit parce qu'il pense que les hommes sont tous des gens répréhensibles. Et donc ce blocage qui fait parfois partie des non-dits, parce que dans une famille, il y a beaucoup de non-dits d'enfants qui ne sont pas du bon père, des histoires qu'on ne connaît pas, ce qu'on appelle les histoires cachées chez les gens, etc., vont avoir une répercussion sur nous. Mais ce n'est pas toujours le comportement des adultes, en tout cas pas orienté contre les enfants qui deviennent des adultes, mais qui resteront enfants jusqu'à ce que leurs propres enfants soient grands. C'est pour ça que j'insiste et je dis, souvent on est de très bons grands-parents, mais on n'est pas forcément des bons parents. L'important n'est pas d'être à la perfection, l'important est de faire ce que l'on peut, du mieux que l'on peut, en maintenant une sorte de dialogue. C'est ça qui passe. Et le fait de sacraliser la relation en essayant de passer par j'essaie de donner plus que je ne reçois, peut être la solution et la guérison de l'amour désespéré qu'on a pu rencontrer beaucoup plus tôt. Voilà.